Eh bien, bonsoir à tous et merci d'assister ce soir en direct à cette première émission du musée Parents Live. C'est donc une web émission qui est organisée par le Musée national de l'histoire de l'immigration. Pour le moment, comme vous le savez tous, le musée qui est situé avenue Daumesnil, évidemment, dans le 12e arrondissement, au Palais de la Porte Dorée, eh bien, ce musée est encore fermé pour cause de coronavirus. Et nous avons l'habitude d'organiser des rencontres, des débats dans l'enceinte du musée en attendant la réouverture du musée. Eh bien, les équipes du musée et moi-même, nous avions donc très envie de vous retrouver dès ce soir et pour continuer nos débats d'actualité. Ces sujets d'actualité sont particulièrement abondants. Évidemment, cette actualité est riche et parfois anxiogène, inquiétante, angoissante. En tout cas, elle nécessite du sens et des explications. Et ce soir, pendant une heure, on va d'ores et déjà débattre d'un de ces premiers sujets d'actualité sur le devant de la scène depuis le début de la pandémie, la question des frontières. Je commence par me présenter d'un mot. Je m'appelle Renaud Dely, je suis journaliste. Je travaille en particulier à France Info et à Arte. Cette émission est donc diffusée en direct sur la page Facebook du Musée national de l'histoire de l'immigration. C'est extrêmement important, évidemment, parce que c'est depuis cette page Facebook que tous et toutes, vous pourrez poser vos questions, débattre, partager donc l'émission avec nous, poser des questions que je ne manquerai pas de retransmettre, de transférer, de relayer auprès de nos deux intervenants de ce soir, deux intervenants que je vous présente immédiatement. D'abord, François Héran. François Héran, vous êtes sociologue, anthropologue, démographe. Vous avez dirigé l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Vous êtes titulaire de la chaire Migration et Société et professeur au Collège de France. Et puis, vous jouez à domicile, en quelque sorte, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, à domicile, puisque nous sommes tous plus ou moins à domicile, mais aussi parce que vous êtes président du conseil d'orientation du Palais de la Porte Dorée. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages qui sont pour l'essentiel consacrés à la question de l'immigration et des questions migratoires. J'en cite deux ou trois en passant. Le temps des immigrés, essai sur le destin de la population française paru au Seuil. Parlons de l'immigration en 30 questions paru à la documentation française. Ou encore Migration et société chez Fayard. Bonsoir François Héran, ravi de vous retrouver pour cet échange ce soir. Bonsoir, je suis moi-même tout à fait ravi de cette rencontre. Et vous aurez le plaisir de dialoguer ce soir avec donc nos spectateurs, mais aussi, bien sûr, au premier chef avec Michel Fouché. Michel Fouché, bonsoir. Bonsoir Renaud Dely et bonsoir François Héran. Michel Fouché, vous êtes donc bien sûr géographe, diplomate, essayiste, titulaire de la chaire de géopolitique appliquée au Collège d'études mondiales. Vous travaillez plus particulièrement sur la question des frontières, les questions d'État, de frontières, sur la représentation de ces frontières, leur sens, leur utilité. Vous êtes aussi, je le disais, un praticien des frontières, puisque vous êtes diplomate. Vous avez d'ailleurs été ambassadeur, en particulier en Lettonie. Vous aussi, comme François Héran, vous avez une bibliographie abondante. Je me contenterai de citer le titre de votre tout dernier ouvrage, qui a d'ailleurs été réédité récemment, et qui porte comme titre Le retour des frontières, et qui est paru aux éditions du CNRS. Précisément, Michel Fouché, nous allons ouvrir les hostilités en quelque sorte avec vous. Le retour des frontières, c'est le thème de ce débat ce soir. Le retour des frontières avec un point d'interrogation. Migration et Covid-19. S'agit-il aujourd'hui du grand retour des frontières depuis le début de la pandémie? La libre circulation des personnes, la multiplication des échanges, la mondialisation en quelque sorte a souvent été mise au banc des accusés et en tout cas on a assisté à une volte-face, à un changement d'organisation de notre espace commun en quelques jours, en quelques semaines, qui a consisté à refermer des frontières, à installer des contrôles. Quelle est la situation aujourd'hui, Michel Fouché, un peu plus de 3 mois après le début de la pandémie, en tout cas en Europe? Quelle est la situation? Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde qui est refermé, replié sur lui-même, et plus particulièrement dans une Europe où effectivement les frontières ont repris le contrôle de notre destin? Vous avez parlé, cher Renaud Dely, d'hostilité. C'est bien parce que les frontières étaient des lignes de front, la ligne où on rencontrait l'ennemi, le lieu privilégié premier des hostilités, que l'ouverture des frontières, notamment en Europe, a été le symbole de la paix et que leur fermeture temporaire est perturbante. J'insiste là-dessus parce que nous avons un peu oublié la transition de la ligne de front à la paisible frontière ouverte qu'on traverse sur le pont de Kehl entre Strasbourg et Kehl sur le Rhin.
L'état des lieux. J'ai fait une recension assez précise. Dans le monde, plus de 100 États ont fermé leurs frontières terrestres, portuaires ou aéroportuaires, avec des nuances en matière de quatorzaine ou de liens privilégiés. Dans l'Union européenne, c'est l'ensemble des États, sauf l'Irlande, qui a maintenu ouverte sa frontière avec l'Irlande du Nord. 15 États européens ont décidé de contrôle strict de fermeture, 10 autres ont opté pour des fermetures partielles et des contrôles stricts des passages, en particulier la France, l'Allemagne et l'Italie. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que ce sont des restrictions temporaires, ce sont des restrictions qui étaient prévues dans la Convention de Schengen de 1995 par les articles 23 à 27. Et j'invite les spécialistes à s'y référer. Ce sont des cas qui avaient déjà été prévus. Mais ce qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est dans une période de concertation entre États voisins, de négociation de réouverture. Et en gros, on s'achemine vers des réouvertures concertées en fonction de la situation sanitaire respective à partir du 15 juin, l'assouplissement et le rétablissement progressif de la libre circulation est en cours. La Commission travaille sur des lignes directrices. Vous me permettrez un mot culturel. Je lis dans la presse réouverture en ordre dispersé. J'ai regardé les calendriers scolaires. En Italie, les congés scolaires, c'est le 7 juin prochain. En Royaume-Uni, sauf en Écosse, c'est le 14 juillet. Donc, vous avez, pour des raisons très historiques, une très grande variété des dispositifs de congés scolaires qui sont très importants pour les congés des parents. Il faut admettre cette diversité culturelle, mais globalement, l'harmonisation est en cours. Elle est difficile pour les raisons que j'indique. Il faut prendre en compte cette diversité, mais on s'achemine vers un rétablissement progressif de la libre circulation dans les frontières intérieures. Alors François Héran, comment est-ce que vous avez vécu et surtout comment vous expliquez, comment vous analysez la réaction de nos gouvernants qui collectivement, enfin individuellement plutôt successivement et parfois en désordre, au début de la pandémie, de l'arrivée de la pandémie en Europe, ont successivement décidé de fermer peu à peu des frontières ou d'installer des contrôles en tout cas plus resserrés, alors que nous vivions peu ou prou dans un monde depuis, on va dire grosso modo, la chute du mur de Berlin, qui en tout cas en Europe semblait tendre vers la libre circulation et l'ouverture des frontières. Et encore quelques jours et parfois quelques heures avant que certains chefs d'État décident de réinstaurer des frontières, les mêmes chefs d'État nous disaient oh là là, bien sûr, un virus ne s'arrête pas à la frontière, cela n'aurait pas de sens que de mettre en œuvre de telles décisions. Pourtant, ils l'ont fait. Pourquoi une telle volte-face? À quoi répondait-elle selon vous, François Héran? Alors, je ne parlerai pas de volte-face. Je pense, comme Michel Fouché, que c'est plutôt la suspension d'un régime d'ouverture. Vous savez, la France, l'Europe d'ailleurs pas davantage, n'était avant la crise du coronavirus ni une passoire, ni une forteresse, hein. Ce sont les deux images qu'on utilise tout le temps. Il y avait l'Europe est un grand continent d'immigration qui avait déjà, avant la crise, dépassé les États-Unis proportionnellement en accueil des migrants. Et puis surtout, il faut rappeler que euh, les migrants ne représentent qu'une fraction euh, très minoritaire de la circulation, de la mobilité internationale. Et le cas de la France est tout à fait saisissant. Dans une tribune publiée dans Le Monde, j'ai simplement regardé assez grossièrement les chiffres. La France, c'est le pays qui, au monde, a le plus grand nombre de passages de frontières en temps ordinaire. 90 millions de personnes franchissent chaque année nos frontières, des non-résidents, n'est-ce pas, et viennent séjourner pour un temps provisoire, moins de 3 mois en France. Alors, ils peuvent être porteurs du virus autant que les migrants, et les personnes qui viennent s'installer comme dans l'intention de se fixer, donc pour un temps une période plus longue, donc de véritables migrants qui sont nés à l'étranger, étrangers qui franchissent la frontière, qui s'installent pour une durée d'au moins un an. C'est peut-être, si on calcule très large, 500 000 personnes, en comptant les Européens, 550 000 personnes, peu importe, mais en gros, c'est un 150e, n'est-ce pas, de 0,67% de toute la mobilité internationale. Et donc, ce
qui est très intéressant dans cette mobilité internationale, dans cette croissance du voyage international, qui n'est pas seulement touristique. Il y a toutes les visites familiales, il y a les missions de travail temporaire, il y a songer au pèlerinage, par exemple, il y a toute une série de motifs de voyage. Euh, à travers le monde, c'est 1 milliard 400 000, quelque chose comme ça, de passages de frontières. C'était 0,9 il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, les passages de frontières ont progressé de 50%. C'est une lame de fond, c'est une progression continue. Et je fais l'hypothèse que malgré cette formidable interruption due au coronavirus, le mouvement reprendra. Alors, il sera corrigé, il sera modifié. Les compagnies aériennes seront peut-être sommées de contrôler davantage les nuisances, la pollution de leur carburant. Peut-être que les gros navires de croisière ne seront plus aussi gigantesques que ce qu'on a maintenant. Mais enfin, je ne vois pas comment on pourrait stopper un mouvement qui est vraiment très général, qui est que les jeunes ont besoin de découvrir le monde, les actifs ont besoin de travailler, de découvrir le monde aussi et de travailler également à l'étranger. Et puis les retraités ont le droit eux aussi, alors que les générations précédentes ne pouvaient pas le faire. Souvent, auparavant, on mourait quelques années après la retraite. Et bien maintenant, il y a toute une espérance de vie s'est allongée et il y a un temps de découverte qui est devenu accessible aux retraités. Et je pense que donc toutes les générations vont continuer de circuler à travers le monde, même s'il faudra évidemment ménager et contrôler davantage les nuisances éventuelles de ces mouvements. Alors Michel Fouché, François Héran décrivait à l'instant un mouvement durable et selon lui qui reprendra là de cette période, un mouvement historique hein, de passage de frontières justement, un mouvement de population continue que vous caractérisez comme une forme de progrès évidemment dans la marche du monde. Vous pourtant, Michel Fouché, quand on vous lit, eh ben, vous vous réjouissez, vous semblez en tout cas vous réjouir du retour des frontières. Là, depuis, est-ce que vous êtes heureux au fond de vous, voilà, depuis que les frontières sont réapparues, vous avez l'impression bah, de vivre mieux en quelque sorte? Non, non, vous faites allusion à des textes qui ont déjà 5 ou 6 ans. C'est pas ça. Moi, j'ai toujours été opposé à cette mondialisation fondée sur l'idée du sans limite. Parce que le sans limite, c'est on fait ce qu'on veut, il n'y a plus de règles, tout le monde achète les mêmes produits standardisés dans le monde entier et les citoyens ne deviennent plus que des consommateurs. Hein. C'est la tendance, y compris en Europe. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que, ben, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, cette diversité des comportements et des décisions gouvernementales et des sociétés sur les questions de santé, regardez la différence entre le Danemark et la Suède. Ma thèse n'est pas de me réjouir, ma thèse est simplement de dire que les frontières sont devenues, heureusement pour nous, invisibles en Europe, sauf que, encore une fois, si je traverse le pont de l'Europe entre Strasbourg et Kehl, il n'y a pas de contrôle douanier, sauf exception, il n'y a pas de contrôle policier, sauf en ce moment, je n'ai pas besoin de changer de l'argent, mais quand j'arrive à Kehl, je ne suis pas en France. Nos frontaliers, 2 millions de frontaliers en Europe, 330 000 en France, ils ont protesté contre les contrôles, ils ont eu raison sans doute, mais enfin, s'ils vont de l'autre côté, c'est parce qu'il y a une frontière économique, il y a une discontinuité. Donc, moi, ce n'est pas le retour des frontières qui m'intéresse, c'est la prise de conscience de la nécessité pour qu'il y ait une vie collective, une souveraineté nationale coopérante avec les voisins, la nécessité de prendre en compte des limites parce que ce sont des marqueurs symboliques. Et on a besoin d'une distinction, comme disait Jean-Pierre Vernant, entre Hestia et Hermès. C'est cette interaction. Pour moi, la frontière est une ressource. Il faut en faire quelque chose. Et c'est pour ça que je me réjouis de l'appel extrêmement récent du président du Bundestag, qui est un homme admirable, Wolfgang Schäuble, hein, victime d'un attentat terroriste politique d'ailleurs, et puis de M. Ferrand, président de l'Assemblée nationale, qui appelle, les deux parlements appellent à une réouverture des frontières franco-allemandes, non seulement pour les consommateurs, les travailleurs, les soignants et les binationaux, mais aussi en raison de la symbolique que représente ce passage pacifique. Et moi, je tiens beaucoup à cela, c'est-à-dire oui à l'ouverture des frontières, mais si vous voulez, avec une conscience du passé. Parce qu'encore une fois, on n'est plus dans la ligne de front. Il ne faut pas oublier le passé. Une référence symbolique qui, selon vous, donc est interne plus ou moins à chacun d'entre nous, une référence dont on a besoin. Est Il faut en interne à quelque chacun de sorte. nous. Nous ne sommes pas seulement des consommateurs. L'Union européenne, ce n'est pas seulement un marché unique.
Alors François Héran, est-ce qu'effectivement, à vos Hein, yeux, c'est un je besoin naturel, souhaiterais la limite, la frontière? non, je souhaiterais moduler tout ça parce que, bon, Michel Fouché l'a souvent répété, il n'y a pas de frontières naturelles, il le sait parfaitement, et les fleuves, les montagnes, servent éventuellement à alléger le coût du contrôle des frontières. Parfois, ça le renchérit, enfin, c'est pas si simple, mais donc les frontières, c'est des constructions historiques, le résultat d'affrontements qui ont été très longs, et cetera. Il n'y a pas de frontières naturelles, et je crois que chacun en est convaincu, mais beaucoup pensent encore qu'il est naturel qu'il y ait des frontières. Et là, je suis moins sûr. C'est vrai que nous utilisons tous des métaphores pour des besoins pédagogiques, pour clarifier notre pensée, nous faire comprendre. Et je ne suis pas sûr que d'affirmer qu'il y a un besoin de distinguer le dedans du dehors, ce qui est un leitmotiv de la pensée de Michel Fouché, ce soit toujours si fort que ça. Moi, je suis frappé par le fait que, au fond, j'ai envie de lui demander, est-ce que c'est une constante anthropologique? Est-ce que c'est une constante psychologique? Parce qu'après tout, on pourrait utiliser d'autres métaphores. Il y a le clos et l'ouvert, il y a la limite et l'illimité. Il a utilisé avancé, reculé, global, local. Je dirais qu'on a besoin à chaque fois des deux termes et de ménager des transitions. Hein, des Flüsse-Übergänge, comme dit Max Weber, des transitions flottantes entre ces deux. Je vois davantage une polarité qu'une dichotomie, si vous voulez. Donc, voilà, je voudrais demander à Michel Fouché, au fond, quel est le statut qu'il donne à cette distinction du dedans et du dehors? Est-ce que c'est un besoin anthropologique permanent? Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que c'est le résultat d'une construction historique. Vous avez cité l'Alsace. Il se trouve que je suis alsacien. J'ai fait toutes mes études secondaires à Strasbourg, toute ma famille est alsacienne, le Pont-de-Claix, je connais bien, l'histoire de l'Alsace me fascine. Est-ce que l'Alsace faisait partie de l'identité française euh, avant et même après Louis XIV, qui l'a prise de force, hein, il faut bien dire les choses. Un beau matin, 35 000 soldats arrivent devant Strasbourg et puis on convoque le magistrat de Strasbourg, c'est-à-dire le conseil municipal qui dirigeait la République libre de Strasbourg, et on lui dit, écoutez, si vous ne nous remettez pas les clés de la ville, ça va barder. Hein. C'est comme ça que Strasbourg. Et donc, à aucun moment, et on pourrait dire la même chose, de la Savoie, 99,5% de oui, n'est-ce pas, pour l'annexion de la Savoie, à ce petit détail près qu'il n'y avait pas de bulletin non. Bon. Et on peut regarder, comme le fait Eugen Weber, toute l'histoire du territoire français, et c'est quand même très impressionnant de voir que toutes ces frontières, toutes ces provinces conquises, la Flandre, l'Alsace, la Cerdagne, mais même Lyon, le comtat vénessin, etc., tout ceci finalement a été pris, et c'est seulement par la politique du fait établi, après coup, que ça devient éventuellement identitaire. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la distinction du dedans et du dehors, je ne la vois pas historiquement se forger. Voilà, je pense qu'en Ah, réalité, nous naturalisons ex post une distinction qui, en réalité, dans sa construction historique, mais Michel Fouché le sait bien, a été infiniment plus complexe et relevait davantage du rapport de force que du rapport identitaire. la D'ailleurs, et parole je termine là-dessus, le grand problème de l'Alsace qui s'est posé en 1915, c'est que c'était une région qu'on avait francisée, mais pas assimilée du point de vue linguistique. la parole est à la défense, Michel Fouché. Alors Bon, la je ne frontière, vais c'est pas si pas naturel que débattre ça. avec un Alsacien parce qu'ils sont en même temps extrêmement européens et les inventeurs de la communauté européenne des années 50 étaient la plupart du temps des frontaliers, hein, à commencer par Robert Schuman. Non, moi, mon point de vue, il est encore une fois sur la nécessité d'avoir des limites, surtout dans la période actuelle, et les technologies modernes n'arrangent pas les choses. On a l'impression qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, qu'on peut circuler n'importe où, qu'on peut s'installer n'importe où.
je crois qu'on a besoin de cette distinction. Alors bien sûr, dans mon esprit, elle est anthropologique, comme je disais tout à l'heure. Je m'inspire de Jean-Pierre Vernant. D'ailleurs, son texte est sur une plaque de cuivre sur le pont de Kehl, à la demande du Conseil de l'Europe, hein. Donc je me réfère à ça. François Héran, vous le connaissez bien. Mais bien entendu, je ne veux pas essentialiser ces distinctions, surtout dans les cas que vous citez, mais je suis encore une fois favorable, enfin très inquiet de cette dimension de la construction européenne, cette dimension de rouleau compresseur économique, d'uniformisation. Et ce que la gestion différenciée de cette crise, tant bien que mal, montre, c'est la diversité culturelle. Est-ce que je peux vous Il poser une faut l'admettre, question? il faut l'admettre. Je Oui, voulais, allez-y, François Héran. vous êtes souvent prononcé, c'est une des lignes de force de votre argumentation, contre justement la politique européenne d'élargissement sans limite, d'élargissement prématuré, à commencer par la Grèce qui n'était pas prête à entrer dans l'Europe, mais évidemment, vous pensez à toutes ces zones des pays d'Europe centrale, l'Ukraine qui est au centre de vos préoccupations. Et moi, je m'intéresse, j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue sur la Géorgie et l'Albanie. L'Albanie, c'est un petit pays coincé entre l'Italie et la Grèce. Pourquoi n'est-elle pas incluse dans l'Europe? Au écoutez, fond, un petit pays qui a quoi, 3 millions d'habitants ou 4 millions d'habitants, enfin au maximum, qui ne menace absolument pas les 530 millions d'Européens. Nous les traitons comme des pestiférés. Nous nous étonnons qu'avec leur niveau de développement qui est très moyen, il se situe à peu près à la moitié de l'échelle de développement à travers le monde, nous étonnons qu'ils essaient de venir chez nous à tout prix. Comment se fait-il qu'un pays coincé entre l'Italie et la Grèce ne fasse pas partie de l'Europe? Alors, poussons le raisonnement un peu plus loin, que la Géorgie, qui est une espèce de Grèce orientale, qui a réussi à résister au cours de son histoire à 3 empires, russe, ottoman et perse. Vous y allez, vous avez l'impression d'être dans les Balkans. Et là encore, ce qu'ils nous menacent. Et on est très surpris de voir que les deux populations sont surreprésentées parmi les demandes d'asile, par exemple, parce qu'ils utilisent la demande d'asile pour venir chez nous. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui justifie, selon vous, qu'on ne puisse pas, qu'on refuse d'intégrer des pays comme l'Albanie ou la Géorgie dans l'ensemble européen? D'un mot, Michel Fouché, parce que là, on s'éloigne un tout petit peu des conséquences de la pandémie, même si on est aussi sur une question de frontières. Non, mais Mais c'est d'un mot, lié Michel aux Fouché, demandes je vous laisse d'asile. répondre à Alors, dans François Héran. l'Albanie, en fait, la question est réglée puisque la candidature a été acceptée avec la Macédoine du Nord, là, depuis quelques semaines. Donc, le processus est en cours. La difficulté sur l'Albanie, c'était le respect de l'état de droit, mais ça va se faire avec l'ensemble des pays balkaniques. Pour la Géorgie, la chose se complique à cause de l'OTAN, de la dimension Union européenne, mais surtout Alliance atlantique, qui est perçue à tort ou à raison par Moscou comme une provocation, de même que pour l'Ukraine. Et là, il faudrait faire une distinction entre l'adhésion européenne et la neutralité stratégique. Je rappelle aux nombreux spectateurs qui nous suivent donc sur la page Facebook du Musée national de l'histoire de l'immigration qu'ils peuvent nous poser des questions par l'intermédiaire de cette page Facebook. Et précisément, j'en ai une à laquelle je vous demande de répondre d'ailleurs successivement, mais peut-être d'abord Michel Fouché. Une question de Suzanne qui évoque le monde numérisé, précisément celui que nous sommes en train d'expérimenter en ce moment même à travers ce débat. Est-ce que d'ores et déjà, aujourd'hui, ce monde numérisé, ces technologies numériques contemporaine, eh bien, elle ne dépasse pas, elle ne se moque pas d'ores et déjà des frontières, Michel Fouché. Alors, deux réponses. Ils se moquent des frontières fiscales. Ça, c'est clair, c'est bien notre problème. Ils ne veulent pas payer d'impôts là où ils ont leurs clients. Ils sont tous aux Bahamas, aux îles Vierges. C'est inacceptable. Et on sera obligé d'imaginer de manière concertée des taxes sur le numérique pour financer la reconstruction de l'Europe. Et deuxièmement, en Russie, en Corée du Nord et en Chine, il y a des polices culturelles qui ont leur propre réseau. Donc, en effet, ces technologies sans frontières trouvent leurs limites. Et puis le troisième élément, c'est que tout ça, ça fonctionne avec 1 million de kilomètres de câbles sous-marins qui ont une assise géographique avec des points d'atterrissement, Alexandrie, Singapour, Marseille, la région de Boston, la région de San Francisco. Donc il y a une dimension, si vous voulez, terre à terre ou mer à terre de ces réseaux. Donc ces réseaux ont une matérialité
territoriale. Mais moi, mon point, Mhm. c'est la fiscalité. Mhm. François Héran, Ben, le numérique? effectivement, vous avez Mhm. tout à fait raison de rappeler qu'il y a une infrastructure matérielle très lourde du numérique et qu'on l'oublie toujours. On a l'impression que tout ça euh, traverse l'espace avec une grande facilité. Euh, Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que la globalisation, c'est la circulation de produits standardisés. Alors, je trouve que c'est un peu ambivalent comme... bon, je vais vous citer un exemple. J'adore les cantates de Bach et j'adore les cantates de Bach dans l'interprétation de Suzuki, qui est le grand spécialiste japonais. Hein. Alors, c'est fondé sur la communauté catholique de Kobe, hein, c'est ça l'enracinement et c'est parmi les plus belles interprétations des cantates de Bach. On entend les cantates, on est incapable de savoir si c'est une japonaise ou un néerlandais ou qui est le flûtiste et quelle est la nationalité du flûtiste. Il y a des produits internationaux qui, sans être standardisés, sont quand même enfin, quelque chose de formidable que la mondialisation nous a offert. De la même façon, évidemment, on critique Amazon, mais enfin, quand moi j'ai besoin d'acheter un livre très rare, introuvable, qui a été publié par une petite université qui peut être américaine, allemande, italienne, etc., Amazon m'envoie ça, c'est pas pour autant un produit standardisé. Et je pense qu'il ne faut pas confondre le fait que, certes, les containers sont des Mhm. contenants standardisés, évidemment, et ça a formidablement développé la mondialisation, et avec le fait que les produits culturels, eux, peuvent être tout à fait différenciés selon les goûts des consommateurs et utiliser ces Mais- infrastructures. Même si tout cela n'empêche pas Amazon et l'ensemble des GAFA d'ailleurs de devoir répondre à leurs obligations fiscales, ce qu'ils ne font pas forcément, Mais comme bien le disait sûr, ce sont Michel des problèmes Fouché. distincts. Mhm. Michel Fouché. Merci, merci de m'indiquer un disque que je vais trouver, que la maison de disques sera ouverte. C'est Non, mais 50 bien disques, sûr, c'est oui, 50 non, mais disques bien les sûr, 100 non, mais cantates. bien entendu, bien entendu. Mais là, il y a toute une réflexion en cours, non pas sur la démondialisation, mais sur la maîtrise. On découvre en ce moment un degré de dépendance extrêmement fort dans toute une série de domaines liés à la stratégie de fragmentation des chaînes de production. Moi, j'ai découvert que les cellules souches de nos produits, de nos médicaments, venaient tous de moyennes entreprises situées en Mongolie intérieure, en Chine. Je ne le savais pas. On découvre une dépendance. Je pense qu'il y aura peut-être là d'autres logiques que la logique de marché, une logique autour de la précaution, non pas de la souveraineté, mais de certaines formes de sûreté ou de sécurité. Mais bien entendu, le mouvement d'échanges culturels internationaux ne va pas cesser, au contraire. Je vais vous soumettre une autre question d'une de nos spectatrices qui nous ramène dans l'espace européen, puisque c'est vrai que au sein de l'espace européen et plus particulièrement de l'espace Schengen, d'ailleurs, nous avions intégré cette dimension de libre circulation maintenant depuis quelques années. C'est Marie-Emmanuelle qui pose une question sur la page Facebook du Musée national de l'immigration. Est-ce que cette période est en train aussi de réveiller une forme de regain identitaire au sein des États de l'Union européenne? Et elle rappelle que la question des frontières n'est pas réapparue avec le Covid-19 et la Bien pandémie sûr. actuelle, bien sûr, qu'elle est bien antérieure et qu'on a eu notamment en juin 2016 le référendum au Royaume-Uni qui a accouché du Brexit. Est-ce qu'on peut craindre, demande Marie-Emmanuelle, craindre ou espérer d'ailleurs, hein, pour ceux qui s'en réjouissent, de nouveaux départs d'États européens sur le modèle du départ du Royaume-Uni à la suite du Brexit? Alors, je crois qu'il est très important de rappeler que la libre circulation en Europe représentait, donc je parle de la période ordinaire avant l'épidémie, une proportion considérable et en même temps très variable de la migration à travers l'Europe. Et ça, ce sont des données que l'on doit à l'OCDE, qui depuis quelques années seulement euh, intègre dans le calcul des flux migratoires non seulement les titres de séjour accordés à des non-européens, mais aussi la libre circulation des Européens, la libre circulation mais de gens qui s'installent pour une durée d'au moins un an dans un pays étranger au sein de l'Europe. Et quand on fait le total de tout ça, on s'aperçoit qu'il y a deux pays en Europe qui, chez lesquels les étrangers s'installant au titre de la libre circulation en Europe représentent les 2 tiers des étrangers, des immigrés. C'est l'Allemagne, 60% au moins des immigrés vivant en Allemagne sont des Européens, et c'était
le cas de la Grande-Bretagne avant le Brexit. Et alors, pourquoi l'Allemagne? Parce que l'Allemagne est au centre de l'Europe centrale, attire les Polonais, les Slovaques, les Hongrois, etc., les pays baltes, enfin, toute cette main-d'œuvre de l'Europe centrale. La France en attire beaucoup moins. Et ce qui est très intéressant, c'est que la France, elle, c'est seulement un tiers des étrangers vivant dans son pays qui sont des Européens. Nous avons un pouvoir d'attraction sur le reste de l'Europe qui est 2 fois moindre que l'Allemagne ou 2 fois moindre que la Grande-Bretagne. Et en revanche, nous sommes les champions en Europe du regroupement familial. Nous recourons proportionnellement, quand on prend l'ensemble des titres ou des étrangers donc européens qui peuvent s'installer sans titre, quand on prend l'ensemble de l'immigration, eh bien, le regroupement familial, nous l'utilisons 3 fois plus, 4 fois plus que les Allemands, 2 fois plus que les Britanniques, etc. C'est étonnant, mais ceci n'est pas vraiment cette comparaison internationale de la composition des flux n'est pas un sujet dans le débat public, alors qu'il pourrait très bien l'être. Et à quoi c'est dû? C'est dû certes à des positions géographiques différentes. La France reste un Finistère, une zone un peu périphérique. Elle n'a pas la position centrale de l'Allemagne au sein de l'Europe continentale. La Grande-Bretagne, par contre, est un contre-exemple parce qu'elle a attiré sans doute à cause de l'attractivité de la langue anglaise, qui facilite quand même considérablement l'attraction. Là, une partie de notre faible attractivité est due aussi à l'obstacle de la langue. Je crois il faut mesurer tout ça. Alors, le Brexit est antérieur à la crise du Covid, et donc pour répondre à la question de notre auditrice, non, je crois que ces volontés de se fermer à la libre circulation qui s'est manifestée en Angleterre. Elle va trouver dans le Covid peut-être des raisons supplémentaires, des justifications supplémentaires, mais elles préexistaient. C'est tout à fait clair. Et ça, c'est le grand mystère. Pourquoi les Britanniques, contrairement aux Français, trouvent les Polonais, les Slovaques beaucoup plus inquiétants et dangereux que les Indiens ou les Pakistanais? Il faudra poser la question. Mais Michel Fouché, ce précédent du Brexit, est-ce que, attisé peut-être par les conséquences justement de la pandémie et les décisions que nous avons eu à prendre collectivement en Europe, est-ce que ce précédent du Brexit, il peut, faire école et est-ce que d'autres pays européens peuvent, être tentés de suivre la même voie? Oui, enfin, c'est un scénario envisageable, mais enfin, on a plutôt assisté à une réaction inverse d'unité des 27 autres, en quelque sorte, qui a d'ailleurs surpris l'excellente diplomatie britannique. Et je note d'ailleurs que le convalescent Boris Johnson a rendu hommage aux soignants de son hôpital, Oui. et parmi ces soignants, il y avait le Commonwealth et les Portugais. Donc il a été obligé de reconnaître lui-même que l'immigration dans les hôpitaux britanniques était essentielle à la survie du système de santé. Le vote anti-polonais, moi je me souviens très très bien parce que en 2004, quand j'étais ambassadeur à Riga, avec mon collègue allemand, nous avons subi une campagne de presse parce que les deux gouvernements de Chirac et de Schröder avaient décidé de fermer le marché français et allemand du travail à une liste de 70 métiers, alors que mon collègue britannique avait tout l'argument de dire, vous voyez, nous vous avons aidé à adhérer et venez chez nous. Et pourquoi est-ce qu'on a eu autant besoin de plombiers polonais et surtout de maçons au Royaume-Uni? C'est parce que Mme Thatcher, dans son ultralibéralisme, avait liquidé les systèmes d'apprentissage. Donc, il y avait des déficits de main-d'œuvre. Le problème, c'est que les Polonais, ils viennent avec les écoles et le curé, sont des catholiques. Et pour beaucoup de Britanniques, la construction européenne, c'est un complot papiste. C'est un élément de réponse pour François Héran, mais il faudrait élaborer plus. Alors, François c'est Héran, intéressant ce que vous dites parce que vous savez qu'en France, on a eu une grande vague de migration polonaise après la Première Guerre mondiale. C'est la première fois que nous sommes allés chercher, alors c'est un mot que vous n'aimez pas beaucoup, mais une migration qui n'était pas faite de voisins, mais qui était faite de voisins de voisins. Enfin, les Polonais, et ce sont d'ailleurs les entrepreneurs, les charbonnages de François France, Héran, qui sont allés les chercher attendez, et non pas l'État. Mais ce qui est frappant, c'est que ces Polonais avaient beau être catholiques, justement, ils avaient un catholicisme spécial qui les distinguait de notre catholicisme à nous. Ils avaient leur curé, leurs journaux, leur paroisse. Ils restaient debout pendant la messe au lieu de s'agenouiller, etc., etc. Et donc, le fait
c'est assez frappant de voir que la différence religieuse, on arrive toujours à la trouver, hein. Aujourd'hui, on est fasciné par la différence, évidemment, christianisme-islam, mais déjà, quand on lit la presse de l'époque, c'est stupéfiant de voir à quel point le catholicisme polonais avait été rejeté par le catholicisme français. Et François Héran, ils se sont assimilés en adhérant à la CGT. François Héran, pour poursuivre la réflexion de Michel Fouché à l'instant, qui évoquait ces médecins issus, ces personnels Oui. soignants issus du Commonwealth qui ont contribué à soigner et à sauver le Premier ministre Boris Johnson. François Héran, je vous soumets une question d'un de nos spectateurs donc, qui suit Oui. ce débat sur la page Facebook du musée. Il s'appelle Antoine et il pose la question suivante. Après la fin de la crise du Covid, peut-on, sans mauvaise conscience, renvoyer des migrants chez eux alors que beaucoup d'entre eux, précisément, ont participé de cet événement, de cette guerre sanitaire qu'ils ont menée à nos côtés? C'est une très bonne question. Vous savez que l'AFP, le 4 avril, avait fait une grande dépêche signalant, soulignant la surmortalité par Covid dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93, comme on dit. Et cette dépêche a été reprise dans tous les journaux, a suscité des milliers de commentaires. J'ai commencé à les analyser, c'est assez intéressant. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données précises. Une grande enquête a été lancée de 100 000 personnes, hein, une enquête qui s'appelle EPICOV, qui a été lancée par l'INSERM, l'INSEE et le ministère de la Santé, et qui va être représentatif de la France entière et et j'ai insisté pour qu'on puisse avoir dans cette enquête non seulement les métiers extrêmement détaillés des personnes, non seulement la description des conditions d'habitat, mais aussi les origines migratoires en remontant la génération des parents. Et donc, on devine que les immigrés et leurs descendants ont été surexposés au Covid de plusieurs façons, par des conditions d'habitat, par des conditions d'hygiène, par un état de santé comme le diabète, etc., des prévalences anormales qui les exposaient davantage au Covid, mais en même temps, ils faisaient partie des premiers de corvée, comme on l'a pu dire, qui ont pris plus qu'à leur tour leur part dans les soins et dans le combat contre le coronavirus. On pourra, d'ici, je pense, un mois ou deux, avoir enfin des données précises là-dessus. Et effectivement, finalement, peut-être aussi eh bien, manifester notre reconnaissance. Mais comme je le dis souvent, la reconnaissance ne peut pas s'appuyer sur des données flottantes, floues, des imprécisions. On n'a pas beaucoup de données en France là-dessus. Il faut désormais en avoir, on en aura. Il faut que la reconnaissance puisse s'appuyer aussi sur une connaissance précise des faits. Michel Fouché, sur ce point, et pour compléter la réponse de François Héran, je vais vous faire bondir sur une autre question, Michel Fouché, d'une de nos spectatrices. J'en profite pour dire aux nombreuses, aux centaines de personnes qui nous suivent actuellement que malheureusement, il y a énormément de questions et donc on ne pourra pas toutes les prendre, loin de là, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 19 heures. Donc j'essaye de prévenir d'ores et déjà les frustrations bien légitimes de ceux qui ne verront pas leurs questions posées ce soir. Mais Michel Fouché, Malika Abina, sur cette question migratoire, nous pose la question suivante. Est-il à craindre, après cette crise, justement, eh bien, qu'on assiste à un durcissement de conditions d'entrée sur le territoire français de populations venant d'autres continents, en particulier d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie? Est-ce que, dans le prolongement de cette période, de cette étrange période, on peut aller vers un durcissement des législations migratoires? François Héran serait plus à même que moi de répondre. Je demanderai juste Spontanément, je dirais plutôt oui. Ne serait-ce que parce que les besoins de main-d'œuvre seront provisoirement moins importants. Ce qui pourrait corriger cela, mais ça prendra 10 ou 20 ans, ce serait un mouvement, disons, de régionalisation de la mondialisation qui est déjà en cours et qui fait que toute une série de composants, au lieu d'être fabriqués en Chine centrale, pourraient l'être en Turquie, au Maroc ou en Tunisie, pour ne pas dire en Algérie. Et il y aurait là, au fond, une réorganisation non seulement des chaînes de production, mais du marché du travail sur une base régionale. Je crois qu'on se dirige vers cela, mais ça va prendre au moins 10 à 20 ans. Donc, en effet, le risque, d'ailleurs, on voit très bien qu'il y a une distinction
temporelle entre les mesures de contrôle aux frontières intérieures et les mesures de contrôle aux frontières extérieures. Pour les frontières extérieures, pour l'instant, c'est au moins jusqu'au 15 juin, mais ça va sans doute être prolongé. Et je crois que les leçons de l'histoire, c'est que quand il y a des mesures de contrôle supplémentaires ou de durcissement liées à des circonstances exceptionnelles, elles ont plutôt tendance ensuite à se maintenir. J'ai un exemple qui n'est peut-être pas très valable, l'invention de la carte d'identité ou l'invention du passeport. Dans le contexte de la Première Guerre mondiale, eh bien, le passeport, de passeport intérieur, est devenu un passeport extérieur pour entrer dans d'autres pays. Donc, je crois que la question mérite une meilleure réponse que celle que je fais spontanément, mais elle est vraiment très sérieuse. Le risque existe, avec probablement le soutien des opinions publiques, parce que dès 2015, des sondages avaient montré qu'une majorité des Français, des Allemands et des Italiens sondés, y compris sur les frontières de Schengen, étaient favorables, dans le contexte des attentats terroristes, à un durcissement des conditions d'entrée. Donc il y aura moins d'attractivité à cause de la crise économique et sans doute une tentation politique de ne pas revenir à l'état antérieur. François Héran, vous Je partagez le même diagnostic? Alors, je partage globalement le diagnostic. Je dirais quand même qu'il y a une différence entre. Enfin, c'est vrai que les guerres, les grands affrontements sont l'occasion de création d'institutions qui ensuite demeurent, quoi. Quand vous regardez les outils de lexicométrie, la fréquence des mots sur un outil comme tous les millions de textes qui ont été scannés par Google, ben, vous voyez que contrôle des étrangers, ça surgit pendant la guerre de 14, et puis ensuite ça reste à une hauteur assez élevée. Carte d'identité, c'est pareil, c'est une création de la guerre de 14 qui demeure, donc c'est très net. Mais quel était le problème à l'époque? C'était on craignait que les étrangers installés en France ne soient pas loyaux. Il y avait tout le problème de la loyauté vis-à-vis du gouvernement d'appartenance, vis-à-vis du gouvernement d'origine, et on disait mais il n'est pas possible d'avoir une référence culturelle à son propre pays tout en étant installé dans un autre pays. René Cassin, après la Seconde Guerre mondiale, dans une déclaration intéressante, dit mais on peut tout à fait avoir une double loyauté, c'est parfaitement possible, restons ouverts à l'immigration en misant sur le fait qu'une double confiance, la confiance est possible sans avoir sans cesse peur d'un comportement déloyal de la part des étrangers. Une espèce de cinquième colonne menaçante, même si ce fantasme est toujours entretenu évidemment par l'extrême droite. Je pense quand même que sur le long terme, l'immigration continuera. Ce sont des lames de fond très fortes. Les mouvements migratoires sont relativement déconnectés des fluctuations économiques. Nous avons suspendu la migration économique depuis les milieu des années 70, et depuis lors, il n'y a plus vraiment de connexion entre les mouvements migratoires et la conjoncture économique. Cette déconnexion, elle est vraiment très, très forte. Donc, je ne pense pas que ça diminuera, parce qu'en fait, ce qui alimente les mouvements migratoires, c'est quand même fondamentalement le regroupement familial, c'est surtout les études. Le principal mouvement migratoire qui s'est développé depuis des décennies, de loin, c'est les étudiants. Cette année en France, l'année dernière, en 2019, la dernière année pour laquelle on a un bilan, on a eu plus d'étudiants non européens qui ont obtenu un titre de séjour, 90 000, que nous n'avons eu de regroupement familial. Mais ce que je voudrais dire, ce sur quoi je voudrais vraiment insister, c'est que la migration, ça ne représente même pas 1% des franchissements de frontières. Et donc, quand on parle de fermer les frontières, dans notre imaginaire, c'est d'abord fermer les frontières aux migrants. Et le virus, lui, ne fait aucune différence entre le migrant et le voyageur. Et donc, si vous fermez la frontière uniquement aux migrants et pas aux voyageurs en alléguant un raisonnement sanitaire, vous déguisez une politique migratoire en politique sanitaire. Et c'est une erreur totale. Vous n'allez pas arrêter le virus en vous contentant de stopper la 150e partie du problème, vous comprenez? Alors, au moment d'entrer dans le dernier quart d'heure de notre rencontre, hélas, le temps passe vite, et je préviens d'ores et déjà nos 2 intervenants qu'il n'y aura pas de prolongation. Et avant d'en revenir à des questions peut-être plus politiques liées d'ailleurs, y compris au monde, ce fameux monde d'après, il y a encore une question, et elles sont encore une fois extrêmement nombreuses sur la page Facebook du musée. Une question plus précisément pour Michel Fouché, de la part de Élise.
qui pose une question qui a trait à un acteur ô combien majeur de cette pandémie, qui est la Chine. Et Élise vous demande quels sont les principaux défis posés par le projet chinois des nouvelles routes de la soie pour les frontières? Quels sont les défis que pose ce projet aux frontières? Et plus précisément, est-ce que cette pandémie, qui est donc née en Chine, aurait pu dégrader l'image de la Chine sur la scène internationale et donc accroître la méfiance de certains États, notamment européens, mais pas exclusivement d'ailleurs, de participer à ce projet à l'intérieur de nos frontières. Si je ne m'abuse, l'Italie avait signé, me semble-t-il, un accord lors de la visite de Xi Jinping l'année dernière en Europe. Est-ce que ce projet des nouvelles routes de la soie portées par le régime chinois, Michel Fouché, eh bien, il peut maintenant susciter encore plus de méfiance à la suite de cette pandémie? Alors, c'est un projet que j'ai beaucoup étudié, qui traduit ce qui fait l'une des forces de ce régime, hein, malgré ses caractères insupportables de parti unique et de vérité officielle, c'est que la Chine est actuellement l'un des rares pays du monde qui a une vision à long terme. C'est-à-dire, il raisonne en 2049. Et nous avons perdu le commissariat au plan, nous avons perdu la prospective, nous avons perdu la planification. Je ne sais pas si dans l'Europe d'après, nous allons retrouver ce sens du long terme, des intérêts communs, des intérêts stratégiques. De ce point de vue-là, nous avons beaucoup à apprendre de la capacité chinoise de projection de puissance à long terme. Il est certain que l'image extérieure de la Chine a été dégradée dans beaucoup de pays, y compris d'ailleurs en Afrique, en Iran et au Moyen-Orient, mais le projet lui-même d'infrastructure va se poursuivre. Alors, ce qui sera intéressant, c'est de voir quelles leçons on va tirer de notre degré de dépendance en matière d'attribution de marché de télécommunications à l'entreprise chinoise Huawei. Ça sera sans doute la réponse concrète aux éventuelles leçons que les gouvernements pourront tirer. Il y en a d'autres, hein. On va s'orienter vers la voiture électrique. L'industrie des batteries est devenue un monopole chinois, d'où le plan franco-allemand de création d'industrie européenne. Le photovoltaïque aujourd'hui, qui est l'avenir de toutes nos régions rurales françaises, c'est un monopole chinois à 90%. Donc je crois que la prise de conscience de la dépendance est là. Je crois que ça ne va pas remettre en cause la capacité chinoise de se projeter en gros en Eurasie et en Afrique orientale. François Héran, une prise de conscience en cours de notre dépendance vis-à-vis de la Chine qui a notamment généré la réapparition dans le débat public de termes comme la relocalisation d'activités industrielles. Voilà, c'est un objectif en tout cas avancé par certains dans le débat public, comme la question de la souveraineté aussi, économique donc, et européenne aussi. Il est clair qu'un des grands enseignements de cette crise, c'est d'identifier les secteurs précis sur lesquels nous sommes vulnérables à cause de notre dépendance industrielle, sanitaire, etc. Mais je ne pense pas qu'il faille déduire de ça, de cette découverte et donc des solutions à y apporter, l'idée générale que le souverainisme est la solution. Parce que ce qu'on a vu quand même, enfin, ce qu'on a expérimenté dans cette période, on a quand même vu que lorsqu'on ferme les frontières, je parle bien de pas seulement la fermer aux migrants, mais à fermer aux 90 millions de voyageurs dont j'ai parlé, ou 1,4 milliard de voyageurs à travers le monde. Quand on fait ça, eh bien, on entre dans ce que je vais appeler un cauchemar tout à fait ruineux. C'est désastreux. Prenez par exemple les nuitées d'hôtels ou de camping, enfin tout ce qui est enregistré chaque année. Eh bien, la moitié des nuitées en France enregistrées, ce sont des étrangers. Donc, si vous fermez les frontières, eh bien, on en a fait l'expérience, vous ruinez des secteurs entiers. Donc, et le Louvre, par exemple, vend 75% de ses billets à des étrangers. Ça en fait le plus visiteur. Vous n'allez pas dire que le monde est dépendant des visiteurs. Nous sommes attractifs. Je crois qu'il faut distinguer des domaines dans lesquels l'attractivité est vraiment tout à fait essentielle, les domaines où effectivement il y a des monopoles à l'étranger qui nous privent des moyens d'agir. Et je crois que cette deuxième question ne doit pas,
on ne doit pas déduire de ce problème une sorte de réaffirmation du souverainisme, parce qu'en réalité, ce dont on s'est aperçu dans cette crise aussi, c'est que le souverainisme a comme limite le souverainisme des autres. Moi, j'ai trouvé extraordinairement symbolique le fait que, renversant complètement les habitudes, des citoyens du Nord ont été refoulés aux frontières des pays du Sud, considérés comme des migrants porteurs de menaces, ou n'ont pas pu quitter les pays du Sud dans lesquels ils étaient en vacances. Et pour moi, l'image la plus symbolique des désastres du coronavirus et de la fermeture des frontières, ce sont ces touristes en croisière sur un navire italien qui étaient pourtant français et qui n'ont pas été autorisés à débarquer à Marseille. Donc là, vous voyez, le souverainisme, c'est très joli quand on le regarde de façon unilatérale, mais le problème, c'est que ça déclenche le souverainisme des autres. Il y a un système de représailles qui bon, est invivable à terme. Donc en réalité, là, je crois que Michel Fouché, qui a été diplomate, le sait très bien, le, le, la solution n'est pas la fermeture totale ou l'ouverture totale, évidemment. Pousser le curseur à fond dans un sens ou dans l'autre, c'est complètement absurde. Il faut trouver une régulation des frontières. Je ne suis absolument pas pour l'ouverture totale des frontières. Je l'ai écrit à plusieurs reprises, notamment dans un compte-rendu que j'ai fait du grand livre de l'UNESCO sur le sujet. Je pense que l'ouverture totale des frontières est une expérience de pensée qui n'a aucune chance de prendre corps, parce qu'aucun pays ne voudra commencer l'expérience de peur que, évidemment, le monde entier ne migre chez lui. Donc, je crois qu'il faut être raisonnable et essayer de trouver des solutions intermédiaires, des régulations, des accords réciproques, multilatéraux, et c'est comme ça qu'on résoudra la crise actuelle. Michel Fouché, alors le retour, la résurrection, la réapparition du souverainisme, est-ce que cette crise, justement marque la résurrection, de cette nécessité, naturelle ou pas? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est la faillite du souverainisme parce que, un souverainisme ne peut pas cohabiter avec un autre, comme le disait à l'instant François Héran? Est-ce qu'en fait le souverainisme est incompatible avec, la coordination, la solidarité et la régulation? Je dis bien le souverainisme généralisé, Mmh. poussé à l'extrême, systématisé, alors qu'en fait, tout dépend des secteurs dont on parle. Et je vous précise, Michel Fouché, si vous voulez répondre, qu'il va falloir ouvrir votre micro. Si. Oui, enfin, d'abord, cette fermeté des frontières, ce n'est qu'un élément d'un dispositif général de confinement. J'ai écrit dans un journal, Le Monde, que c'était une sorte de masque collectif, hein. Entre parenthèses, si on avait les autorités françaises, dès le mois de février, disposant d'un stock idéal de 2 milliards de masques, avaient imposé ça à toute la population française, je ne sais pas ce qui serait passé, hein. Donc, c'est un élément général. Non, on découvre l'interdépendance, on ferme les frontières, mais on regarde les bonnes pratiques des autres. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on s'inspirait de ce que faisaient les autres. Et en Allemagne et au Luxembourg, on a accueilli des patients alsaciens ou mosellans, hein. Je regrette qu'il n'y ait qu'un seul hôpital européen, de statut européen, qui se trouve en Cerdagne, à Puigcerdà, hein, franco-espagnol. J'espère que ce type d'initiative se développera. Il y a eu énormément d'échanges entre les scientifiques et il y a eu une prise de conscience, je dirais, des intérêts communs. Alors, les partis politiques qui prônent la fermeture des frontières, on ne les entend jamais sur le fait que, dans ce cas-là, on n'exporte plus rien à personne. Michel On ne Fouché, va plus justement, nulle part, hein. pour préciser un petit peu la question, vous évoquiez la notion d'intérêt commun. C'est cette question, cette référence à la souveraineté européenne. On a une question d'un de nos spectateurs qui est la suivante: à l'échelle de l'histoire de l'Union européenne, hein, depuis les accords de Schengen, comment analyser l'ouverture ou la fermeture des frontières? S'agit-il en fait d'une ouverture des frontières intérieures et d'une fermeture des frontières extérieures à l'Union européenne? Ça renvoie ça à l'hypothèse de bâtir, de construire une vraie souveraineté européenne à l'extérieur des frontières de Schengen. Michel Il Fouché. y a, il y a encore une fois, comme on l'a dit depuis le début, c'est que l'ouverture des frontières intérieures, c'est lié à la fois au marché unique, c'est lié à l'intensité de la circulation, hein, c'est 400 millions de franchissements au moins de frontières intérieures. C'est 2 millions de travailleurs frontaliers, donc c'est une turbulence constante. Deuxièmement, l'espace européen reste le premier marché du monde. C'est le premier marché du monde, on l'oublie toujours, et c'est le plus attractif. On délivre plus de 15 millions de visas Schengen
par an, hein. C'est beaucoup plus attractif, comme l'écrit à plusieurs reprises François Héran. Simplement, on se rend compte d'un certain nombre de vulnérabilités. Par exemple, les données personnelles, on ne les maîtrise pas. Aujourd'hui, on est sur une plateforme américaine qui a une infrastructure en Chine. Les autorités françaises interdisent aux administrations françaises d'utiliser la plateforme que vous utilisez aujourd'hui. L'enjeu, c'est la maîtrise des données industrielles avec la 5G. Thierry Breton y travaille. Et puis, l'enjeu aussi, c'est comment est-ce qu'on va éviter d'être pris entre le marteau et l'enclume. Sans mauvais jeu de mots, ce n'est pas la faucille et le marteau, c'est le marteau et l'enclume, c'est-à-dire Pékin et Washington. Et là, je crois qu'il y a une prise de conscience, notamment en Allemagne, de la nécessité d'affirmer un certain nombre d'intérêts communs. Il y a une évolution tout à fait intéressante dans ce pays qui devient leader, évidemment, pour l'avenir. François Héran, est-ce qu'au bord du gouffre, l'Union européenne, qui a souvent été critiquée pour sa capacité à se diviser, et ça a été le cas y compris au cours de cette pandémie, eh bien, effectivement, a réagi? Et est-ce que peut sortir de cette crise une forme de solidarité européenne renforcée? On l'a vu avec un certain nombre de décisions annoncées, en particulier par le couple franco-allemand, notamment sur le plan économique et financier, la question de la mutualisation de la dette. Mais au-delà, est-ce qu'une vraie solidarité européenne peut se reconstruire après cette pandémie? Et je ne suis pas prophète, je ne suis pas un grand politiste devant l'Éternel, mais forcément, enfin, je pense tout de même que les crises, c'est très salutaire, hein. Si on sait en tirer les leçons qu'il faut, je pense que rien ne vaut une crise. On a tous connu ça dans des institutions, on a tous connu ça dans des foyers. La crise, c'est salutaire si on sait en tirer les leçons. Et j'ai quand même le sentiment que pour revaloriser les métiers du soin, pour nous réapproprier effectivement la souveraineté sur des productions stratégiques du point de vue sanitaire, que pour effectivement limiter la pollution d'un certain nombre de moyens de transport, etc., etc., nous allons maintenant devoir agir. Mais ces actions ne vont pas remettre en cause le grand mouvement de circulation humaine, l'essor des migrations, et je rappelle que l'essor des migrations, c'est d'abord et surtout l'immigration d'étudiants, l'immigration du savoir. Je pense que tous ces mouvements-là ne vont pas être remis en cause et vont se poursuivre simplement avec une vigilance accrue. Est-ce que ça veut dire, pour vous poser en un mot la question à chacun de vous deux, que sur un plan plus politique peut-être ou plus symbolique, on pouvait penser, et beaucoup le disent et continuent de le penser, hein, de le supputer, que cette période de retour des gestes barrières, ce qui est déjà une première frontière, de la nécessité de se confiner, donc de s'enfermer, d'éviter le contact avec l'autre, donc perçu de fait comme potentiellement une menace dans ce contexte de pandémie, tout ça pouvait nourrir un imaginaire alimentant politiquement plutôt les nationalistes, l'extrême droite, ceux qui prônent, en France et dans des pays européens où ils sont plutôt en progression ces dernières années, le repli sur soi et la méfiance vis-à-vis de l'extérieur. Cette histoire-là, elle Mais, n'est pas forcément écrite, mais point non, de vue enfin, je veux politique. dire, je vais laisser Michel Fouché conclure. Moi, je pense que ce que nous a montré l'expérience du confinement, une expérience extraordinaire, dont aucun chercheur n'aurait rêvé, c'est pas, monter une telle expérience. Ce que nous a révélé cette expérience, c'est à quel point le confinement est désastreux. Nous ne pouvons pas vivre dans le confinement perpétuel, bien au contraire. Et donc, s'il faut effectivement des frontières pour réguler, pour des raisons de sécurité, etc., ce que j'ai toujours pensé et toujours écrit, il faut aussi pouvoir organiser la circulation, l'échange. Et un monde confiné, un monde sans circulation, que ce soit la migration, du voyage international, tout ce que l'on veut, c'est un monde qui sombre. C'est complètement ruineux, c'est un cauchemar. Nous venons de l'expérimenter. Pour compléter, Michel Fouché, une question en conclusion de Johan qui nous regarde, une question qu'il pose sur Facebook qui s'apparente un peu à ce que vient de dire François Héran. Johan pose la question suivante: n'y a-t-il pas finalement, au fond, une incompatibilité entre la notion de pandémie et la notion même de frontières et a fortiori de confinement, comme le disait à l'instant François Héran? On le voit, que ce soit le Covid, la grippe espagnole ou toutes les pandémies anciennes font fi des frontières, en tout cas, et donc a fortiori de cette aspiration au repli sur soi qu'est le confinement. La pandémie, les virus suivent les grands axes de circulation. En gros, la carte de la pandémie, c'est la carte au départ des grands flux aériens. Simplement, la gestion, elle est nationale. Je rappelle que ce n'était pas une compétence
partagée de l'Union européenne, contrairement à ce qu'on a voulu dire, hein, sauf quelques exceptions sur la recherche. Donc les réponses sont nationales parce que les questions de santé, ben, ça révèle des cultures nationales, mais en même temps, on a regardé de l'autre côté de la frontière fermée pour savoir que, ah tiens, les Italiens confinent, ah ben, les Allemands ont fait des tests dès le 15 janvier, tout le monde, et au fond, cette diversité européenne, en même temps, on circule tout le temps, donc ce qu'il faut, c'est partager les bonnes pratiques. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons progressé dans le sens que dit François Héran, c'est-à-dire qu'on a besoin de sociétés ouvertes, sociétés sûres d'elles-mêmes, conscientes d'elles-mêmes, mais ouvertes. Et donc la bonne frontière moderne aujourd'hui, c'est la frontière civilisée, c'est la frontière ouverte et contrôlée. Parce qu'on a besoin de cette interaction, de ce que j'appelle la frontière ressource. On a besoin de cette interaction avec l'autre, c'est ce qu'on a découvert. Parce que le confinement n'était pas seulement physique, il était psychique. On a besoin de l'autre. Eh bien voilà, on va se quitter sur cette conclusion, me semble-t-il, à la fois œcuménique et consensuelle. Nous avons besoin de l'autre et nous l'avons démontré encore ce soir. Merci, un grand merci à nos deux intervenants, Michel Fouché et François Héran, pour ce tout premier débat. Je remercie aussi évidemment les auditeurs, hein, tous ceux qui nous ont suivis sur la page Facebook du Musée national de l'histoire de l'immigration, et ceux qui auraient raté tout ou partie de ce débat de ce soir pourront le retrouver, ce débat, sur le site du musée en podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain débat. Nous étreignons ce soir cette formule. Prochain rendez-vous le mercredi 10 juin à la même heure, de 18 à 19 heures, toujours sur la page Facebook du musée, avec un débat intitulé Migrants en quartier populaire, les boucs émissaires du Covid-19, point d'interrogation. Je tiens aussi à remercier bien sûr toutes les équipes du musée, du musée national de l'histoire de l'immigration pour l'organisation de cette grande première. Merci Michel Fouché, merci François Héran et merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Merci à vous. Merci à vous.